Bonjour mes chers amis, bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes chers compatriotes. Comme le désire la coutume, je voudrais avant d'initier ma communication, vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'an 2023. En tout cas, que cette année soit une année de réussite euh, qui verra vos projets se réaliser. Je vous souhaite prospérité, bonheur, une santé de fer et surtout que un vent nouveau souffle sur notre pays et sur notre continent et que tous les changements que désirent et aspirent les populations de notre pays et de notre continent soient réalisés et que nous puissions retrouver la liberté. Avant de commencer donc ma vidéo, je voudrais donc commencer par un petit chant, un chant de libération emprunté de l'ANC. Et donc vous allez le suivre. Et après quoi, nous allons commencer notre communication. Pour ceux qui sont dans l'île de partager la vidéo.
qui est fait. J'ai commencé avec un chant de libération, un chant emprunté des archives de l'ANC, parce qu'aujourd'hui, nous voulons parler du Congo, nous voulons parler de l'état de l'apartheid qui est en construction au Congo-Brazzaville. Nous voulons parler des conséquences de cette construction de l'état de l'apartheid dans notre pays. Et nous allons donner également un peu de l'historique de ce que c'est que l'apartheid, hormis sa définition. C'est quoi l'apartheid? L'apartheid, c'était un système politique créé en Afrique du Sud par des Afrikaners, donc des descendants de Blancs venus de la Hollande, de l'Allemagne, de la France, même pour certains, qui s'étaient emparés des mains du pouvoir dans ce pays de l'Afrique du Sud, dans lequel je réside depuis 25 ans. Ils sont arrivés, ils sont minoritaires, ils sont emparés du pouvoir et ils ont appliqué une politique de ségrégation, de séparation, une politique de domination sur la majorité de la population qui était noire et qui est toujours noire. Alors, il y avait un ensemble de lois sous l'apartheid qui devaient être observées par tous. Sinon, vous courriez le risque de vous faire soit assassiner ou soit emprisonner indéfiniment. L'apartheid, je vis dans ce pays qui a connu l'apartheid. Je côtoie tous les jours les gens qui ont vécu l'apartheid. J'échange tous les jours avec des gens qui connaissent l'apartheid, qui ont subi l'apartheid. Je connais, parce que je suis un homme privilégié et parce que je vis en Afrique du Sud, je connais ce que l'apartheid a occasionné chez les Noirs, la majorité des Noirs. Je sais la fracture que cela a causé dans les relations interraciales en Afrique du Sud. Je vis cela tous les jours. C'est vrai que l'apartheid est fini. C'est vrai que officiellement, le gouvernement qui est là en place ne pratique pas de politique de ségrégation. Mais je m'inquiète de la dérive que prend le pouvoir de Brazzaville, qui veut, et qui le fait d'ailleurs de toute façon lentement, mais alors sûrement, qui met en place une politique de ségrégation raciale, culturelle dans notre pays. Parce que je vis dans ce pays, je sais que la déprivation de l'éducation, ce que cela a causé sur les masses des populations noires de ce pays. Quand vous voyez parfois des élans de violence chez certains citoyens sud-africains, cela n'est que l'émanation de ce qu'ils ont vécu dans le passé. Parce que l'apartheid, c'était quoi? L'apartheid, c'était la violence. L'apartheid, c'était la soumission violente ou le refus, par la violence aussi. Donc les Sud-Africains ont grandi pour l'essentiel, parce que la démocratie en Afrique du Sud, elle a 27 ans, 28 ans bientôt. Les Sud-Africains ont donc grandi dans la violence. Parce que l'apartheid s'était voulu un régime de violence, d'oppression, de répression, de séparation. Les mariages, par exemple, entre les couples noirs et blancs étaient interdits. C'était un acte immoral. Il y a des plages dans lesquelles les Noirs ne pouvaient pas y aller. Même à l'hôpital là où j'exerce, présentement, un hôpital de l'État public, il y a des chambres de repos, des salles plutôt de repos, là où nous allons prendre notre thé, notre café entre les opérations et ainsi de suite. C'était divisé.
il y avait une partie où les médecins noirs pouvaient aller prendre le café et l'autre partie, c'était pour les blancs. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de la démocratie, tout ça, ça a été banni. Désormais, la salle qui servait aux médecins et aux praticiens noirs pour prendre le café et le thé, c'est désormais pour les femmes. Et donc, les hommes sont dans une autre salle à côté. Mais on peut aller chez les hommes, chez les femmes, prendre le café, il n'y a pas de problème. L'apartheid est un système dangereux. Il a survécu l'épreuve du temps, mais il a été vaincu parce qu'il n'a jamais été un bon système pour l'Afrique du Sud. L'apartheid crée ce qu'on appelle les bénéficiaires du système. À l'époque, c'était des Blancs qui étaient des bénéficiaires du système. Et implicitement, ils soutenaient le système. Même si il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de Blancs qui étaient contre le système et qui ont péri parce qu'ils se sont manifestés contre le système de l'apartheid. On peut citer Beyers Lodé, c'était un Afrikaner qui était contre l'apartheid et qui a subi. On voit dans les rangs de l'ANC des Afrikaners comme M. Karl Niehaus, qui est membre de l'ANC, qui vient de démissionner d'ailleurs, ou qu'on vient d'expulser. Ils sont nombreux, il y en a qui étaient ministres des Afrikaners, qui étaient contre le système et qui luttaient aux côtés de l'ANC. Parce que très tôt, ils avaient compris que c'était un système qui n'était pas bon pour le pays. Pourquoi je dis qu'au Congo, il y a de l'apartheid? Parce que si vous regardez la politique de M. Denis Sassou Nguesso, depuis son retour au pouvoir par les armes, Denis Sassou Nguesso arrive en 1997 par les armes au pouvoir, lui qui se dit vainqueur d'une guerre qu'il n'a jamais gagnée, parce que Sassou Nguesso, il faut le dire et il faut le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, qu'il avait été installé par la France, notamment par le canal de la société Total, Elf à l'époque, et par des troupes étrangères qui l'ont imposé à la tête de notre pays. Sitôt arrivé, M. Denis Sassou Nguesso a commencé à appliquer une méthode très peu connue dans notre pays. Parce que c'est vrai que nous avons eu des régimes à parti unique. Mais ce que M. Denis Sassou Nguesso est venu proposer aux Congolais, c'est quelque chose d'autre. En 1998, déjà pour la petite histoire, lors d'un meeting à Talangaï, pour essayer de rassembler l'essentiel des Congolais, notamment ceux de la partie septentrionale de notre pays, Sassou Nguesso déclarait en substance que s'il est tué à 10 heures, qu'à 12 heures, il n'y aurait plus un seul Congolais issu de la partie nord du pays en vie. Et c'est comme ça qu'il a bâti dans sa stratégie de conservation du pouvoir. Mais avec le temps, le pouvoir qui était censé être le pouvoir du Nord ne l'était plus pour qu'il devienne aujourd'hui le pouvoir du clan Mboshi. Il ne faut jamais avoir peur de dire les mots, il ne faut jamais avoir peur de citer les noms des ethnies, parce que quand on parle de la tribu Mboshi, les gens viennent et nous traitent de tribalistes, des gens viennent et nous traitent de tous les noms d'oiseaux. Mais Sassou Mboshi, l'entourage de Sassou Nguesso est essentiellement constitué d'Mboshi. Et Sassou Nguesso pratique aujourd'hui une politique qui fait avancer les cadres Mboshi. Même ceux qui ne sont pas cadres. Sassou Nguesso aujourd'hui pratique une politique qui est similaire à celle de l'apartheid. Quand vous voyez les nominations à la tête des structures de l'État, dans l'administration civile comme militaire, ça se place à la tête des Mboshi. Je ne dis pas que tous les Mboshi sont bénéficiaires de ce système. Parce que quand l'école congolaise est malade, tout le monde n'y a pas accès. Quand le système sanitaire est tel que nous le connaissons, les Mboshi aussi subissent les mêmes effets. Mais pour
l'essentiel. Le système de Sassou Nguesso s'est renfermé autour de l'ethnie Moshi, de la tribu Moshi, du clan, de Oyo, de Chikampika, de Mosaka. Et cela se traduit par des récentes nominations au sein de l'appareil sécuritaire de notre pays. Vous avez vu que chaque fois qu'il nomme un homme, un cadre à la tête de l'armée, d'un groupement, d'une garnison, c'est toujours les Moshi. À la sécurité présidentielle, à la garde républicaine, dans toutes les garnisons, vous verrez à la tête, c'est toujours des Moshi. C'est ça la politique de l'apartheid. Quand vous regardez l'appareil sécuritaire du côté de Pointe-Noire, le commandant de zone, c'est un Moshi. Quand vous voyez le commandant de la police, c'est un Moshi. Son adjoint, c'est un Moshi. Il faut dire désormais des choses telles qu'elles sont. Le pouvoir est en train de créer aujourd'hui un fossé entre le reste des Congolais et les membres de la tribu Moshi. Les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est que le pouvoir ne sera jamais éternel. Le système ne sera jamais éternel. L'Afrique du Sud a vécu sous l'apartheid pendant près de 70 ans. L'apartheid n'existe plus aujourd'hui. Parce que l'histoire démontre qu'au fur et à mesure, les données changent. Géostratégiques, géopolitiques, les intérêts entre les États changent et font changer les systèmes. Donc, forcément, il y aura une fin au système de Denis Sassou Nguesso. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que parce que Sassou Nguesso aura mis la priorité sur les membres de la tribu Moshi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que demain, ce seront justement les populations Moshi qui vont subir le revers de la politique. Ici, en Afrique du Sud, pour prendre encore l'exemple de l'Afrique du Sud, quand les Noirs sont arrivés au pouvoir, par voie démocratique, le premier président élu ici, c'était le président Nelson Mandela, paix à son âme. Quand l'ANC arrive au pouvoir, elle constate que les caisses de l'État sont vides. Elle constate ce que de toute façon, ce qu'ils avaient constaté depuis très longtemps, que le noir n'était pas éduqué, qu'il n'y avait pratiquement pas un patronat noir, il n'y avait pas d'hommes d'affaires noirs, il n'y avait pas des éducateurs, des médecins noirs, pratiquement pas. Ils ont commencé à appliquer une politique qu'on appelle affirmative action. Affirmative action en français, c'est la ségrégation positive. Donc l'ANC arrive au pouvoir, elle applique la politique de la ségrégation positive, alors que l'ancien régime de l'apartheid avait appliqué la ségrégation négative, c'est-à-dire que la séparation des races, la propulsion des blancs au-dessus des noirs, l'oppression, la répression, la violence sur les populations noires. L'ANC, quand elle arrive au pouvoir, elle fait la ségrégation positive. La ségrégation positive ou le affirmative action, qui n'est pas née en Afrique du Sud. La ségrégation positive, elle est née aux États-Unis dans les années 60 sous le président Kennedy. Vous pouvez aller vérifier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il y avait des groupes de Noirs aux États-Unis qui demandaient un peu plus de droits, le droit de manifester, le droit de pouvoir s'organiser en syndicat, et ainsi de suite. Et c'est à la suite de toutes ces manifestations qu'une politique, qu'une mesure avait été prise aux États-Unis, qu'on appelle affirmative action, et qui donnait un peu plus de droits et de liberté aux Noirs. Et c'est ça que l'Afrique du Sud a calqué, pour dire, puisque les Noirs étaient les moins avantagés, les Noirs étaient ceux qui étaient brimés
Les Noirs, ce sont ceux qui n'avaient pas accès à la bonne éducation, à de bons soins, de bons soins de santé. De bons soins de santé, pardon. L'ANC a commencé donc à appliquer la politique de la ségrégation positive. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'État sud-africain, lorsqu'il y a un marché, un contrat de l'État, la priorité est donnée aux opérateurs noirs. Pas parce qu'ils veulent faire le racisme, mais parce qu'ils veulent emmener cette couche qui était marginalisée à être un peu au niveau des autres, notamment les populations blanches et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas du racisme comme tel, mais c'est une politique qui vise à mettre tous les citoyens au même niveau, au même pied d'égalité. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, si vous êtes un opérateur noir et vous voulez un contrat, par exemple, avec l'État, vous avez plus de chances d'avancer, comme je l'ai dit, qu'un opérateur, par exemple, blanc. Parce qu'il faut accorder les avantages. Aujourd'hui, quand il y a des travaux d'aménagement qui sont faits, par exemple dans la construction des écoles, des cliniques et tout, on va dans les townships, donc des coins où les Noirs habitent, et c'est là qu'on essaie de créer des infrastructures, parce que de toute façon, chez les autres, elles existaient déjà, plus ou moins. Donc, c'est ça la ségrégation positive. Donc, ce que nos frères Moshi risqueront de subir demain, ça sera la ségrégation positive. Ce n'est pas la vengeance, en tout cas, mais c'est la politique qui va permettre à tout le monde, à tous les citoyens, d'être égaux. Et donc, si vous voyez aujourd'hui, par exemple, dans les rangs des forces armées congolaises, dans les rangs de la police, de la gendarmerie, vous trouverez qu'il y a beaucoup plus de soldats, de gendarmes, de policiers qui sont issus de la région de Denis Sassou Nguesso, de la tribu Mboshi. Et donc demain, on pourrait par exemple prendre une loi pour dire pendant 10, 20 ans, on ne peut pas recruter quelqu'un qui soit issu de cette zone, de cette contrée. Ce n'est pas de la vengeance, mais c'est un équilibrage qu'il faut faire pour permettre à tous les citoyens d'être égaux. Demain, on pourrait prendre cette politique adoptée, appliquée dans notre pays pour dire qu'au niveau des régies financières, parce que ce sont des cadres, ceux que Sassou Nguesso a placés à la tête de ces structures de l'État, ce sont des cadres qui sont distingués par une incompétence notoire, et c'est des cadres qu'on ne pourra pas retenir. Demain, on ne pourra plus leur faire confiance. Mais ils vivront cela comme une ségrégation aussi. Ils vivront cela comme une injustice. Alors que la majorité des Congolais, un peu comme la majorité des Sud-Africains ici, c'est le régime qui les a placés dans un système qui n'était pas favorable à leur émancipation. Et demain, nous allons faire exactement la même chose. C'est-à-dire que la ségrégation positive, elle sera instaurée dans notre pays pour que donner la chance à la méritocratie. C'est-à-dire que le Congolais qui sera à la tête d'une entreprise, d'une société, soit sélectionné non pas parce qu'il vient d'une contrée déterminée, mais parce qu'il mérite, parce qu'il a certainement des diplômes, des qualifications qui permettent de faire avancer les choses. Et demain, nous dirons aussi, comme font les Sud-Africains, qu'un cadre Mboshi, un entrepreneur Mboshi, qui a eu tous les avantages sous le règne de Denis Sassou Nguesso, on ne pourra pas leur accorder des contrats et des marchés de l'État. C'est ça la ségrégation positive. C'est ça l'affirmative action. Et nous serons donc bien obligés de le faire. Nous serons donc bien obligés de le faire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le mouvement de contestation, quand vous voyez les organisations qui sont mises en place pour essayer de pousser le régime à la porte, il y a des gens qui font obstruction à cette avancée. Et des gens qui font obstruction à cette avancée, ce sont les cadres Mboshi, ce sont les officiers Mboshi.
Parce que quand Nyangambwala avait été, une parenthèse, hein, quand Nyangambwala avait été consulté par le général Dabira, c'est ce que nous avons suivi au procès, moi je n'invente rien, pour dire qu'il fallait mettre Sassou de côté. Il fallait mettre Sassou de côté pour permettre à la République de redémarrer sur de nouvelles bases, pour rétablir la confiance au sein de notre communauté, de notre société, et permettre à long terme le Congo d'aller vers le développement. Nyangambwala a pensé que la tribu, que le clan était plus important que la République. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que Sassou Nguesso est là, il perdure, il résiste, malgré ses soutiens étrangers. Mais l'essentiel aujourd'hui, les changements fondamentaux devaient se faire opérer à l'intérieur du pays. Et ceux qui bloquent ces changements, et ceux qui bloquent ou retardent l'éventualité d'un départ de Denis Sassou Nguesso, ce sont des cadres civils et militaires mochis, il faut le dire aujourd'hui. Ce sont eux, parce qu'ils sont bénéficiaires du système. Ce sont les principaux bénéficiaires du système. Et malheureusement, il faut commencer à le dire, il y a certainement en sourdine, dans les coulisses, des gens qui veulent justement l'ouverture, le dialogue, qui veulent préserver l'essentiel parce qu'ils savent qu'il y aura une vie après Sassou Nguesso, que les gens n'ont pas à sceller leur destin à celui de Sassou Nguesso, un mortel. Est-ce que les gens peuvent aujourd'hui accepter que le jour où Sassou Nguesso mourra, ils vont tous mourir ou ils vont tous quitter le Congo? Il y a des gens qui veulent bien vivre au Congo. Il y a des gens qui ne veulent pas partir avec Denis Sassou Nguesso. Il y a des gens qui sont dans le bateau de Denis Sassou Nguesso, mais qui ne veulent peut-être pas couler avec eux. Mais ces gens sont une minorité. Ces gens sont malheureusement une minorité. Donc, la majorité des cas de Mouchi que vous voyez, les militaires qui célèbrent avec le champagne les nominations, qui sont faites, non pas parce qu'ils sont compétents, mais parce qu'ils sont du clan. Parce que pour eux, le clan, la région, la tribu est plus importante que la République. Ce sont eux qui retardent l'échéance de départ de Denis Sassou Nguesso. Et pour ces personnes, pour ces gens, pour ces populations, pour ces communautés, demain, nous allons exiger qu'il y ait peut-être pas une rétribution, peut-être pas une punition, mais nous demanderons à ce qu'il y ait l'application de la politique de la ségrégation positive. C'est-à-dire que là où était le Mboshi, on l'enlève, on met quelqu'un d'autre. Et le Mboshi restera en arrière. Là où il faut faire avancer, on fera avancer tout le monde, sauf le cadre Mboshi. Pas par souci de vengeance, mais parce qu'il faut rétablir les équilibres dans notre pays. Demain, quand nous déciderons de construire par exemple des écoles dans le pays, il faudrait qu'on en construise beaucoup plus dans le Poul, parce que le Poul est plus peuplé, parce que le Poul a subi les affres de la guerre, parce que toutes les écoles du Poul ont été détruites, parce que dans le Poul, il n'y a plus d'éducation, il n'y a pas de système de santé. Et demain, nous prendrons donc les ressources qui pourraient servir à développer Olombo, Oyo, Chikampika. Nous prendrons ces ressources pour dire, voilà, vous avez déjà l'essentiel, mais il faut reconstruire le Poul. Parce que le Poul a été saccagé, détruit. Okemba l'a reconnu lui-même. Okemba l'a dit que nous avons tué dans le Poul, nous avons détruit le Poul, le ciel n'est pas tombé. Et oui, nous n'allons pas faire tomber le ciel. Nous ne sommes pas des revanchards, mais nous disons que demain, il faudra rétablir les équilibres dans le pays. Il faudrait allouer beaucoup plus d'argent en matière de construction d'infrastructures, de routes, des écoles, des hôpitaux dans le Poul, parce que c'est le pouvoir Nguesso qui a détruit le Poul. Et quand il détruit le Poul, c'est à la faveur de son clan. Je vous donne un autre exemple. Des étudiants qui étaient envoyés, des Congolais qui étaient envoyés à Cuba pour faire médecine. Près de 80%, nous avons vu les listes, près de 80% sont des gens de la région de Sassou Nguesso.
Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on ait dans un pays un système sanitaire dominé par des gens, des cadres d'une seule contrée, de la République? Est-ce normal? Est-ce que vous voudrez demain que, quand ça ne sera plus là, que nous ayons une armée qui soit dominée par les cadres de Oyo, de Chikapika et de Bunji? Nous ne voudrons pas cela. Dans l'armée, la police, la gendarmerie, dans l'administration civile, nous ne voudrons pas qu'il y ait domination d'une tribu, d'un clan sur les autres. Il faudrait que naisse cette fois-ci la République. Il faudrait que le Congolais qui mérite soit placé, retrouve la place qui est la sienne. Et que des contrats justement liés à des performances, des évaluations qui seront faites régulièrement, permettront donc à ces cadres de pouvoir tenir ou quitter le poste. Ça va être le Congo de la méritocratie. Et pour le faire, malheureusement, les populations, les cadres Mboshi, seront bien obligés d'être relégués pour permettre aux autres qui ont été aussi relégués pendant des décennies de pouvoir avancer. C'est cela qu'il faudra faire. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui veulent que les équilibres soient faits au niveau du Congo-Brazzaville, ceux qui veulent que le Congo puisse avancer ensemble avec toutes ces composantes de la société, ils doivent s'aligner, rejoindre les autres Congolais dans le combat, à l'intérieur du Congo, à l'étranger, pour faire pousser sa solution à la porte. Si on ne le fait pas, malheureusement, on sera bien obligé, quand il sera parti, quand on réussira à le faire partir, d'appliquer cette politique de la ségrégation positive. On sera bien obligé de faire partir ces gens. Quand vous voyez aujourd'hui dans nos ambassades, même ici à Pretoria, quand vous allez vous regarder le personnel de l'ambassade du Congo à Pretoria, plus de 80% sont Mboshi. Quelqu'un, un Congolais, un citoyen congolais basé en Russie, l'avait dit que la langue de communication à l'ambassade du Congo à Moscou, c'était la langue Mboshi. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Dans d'autres pays, vous avez aussi des différentes communautés. Et même en France, vous avez des gens qui sont de la Bretagne, vous avez des gens qui sont du côté de l'Aquitaine, et vous avez des gens qui sont de l'Alsace, et ainsi de suite. Mais ils sont tous français. Il n'y a pas de distinguo. On nomme par rapport au mérite, on nomme par rapport aux qualifications, on nomme par rapport à l'expérience ou la filiation politique. Mais dans tous les cas, dans tous les partis, il n'y a pas de parti de gens de l'Aquitaine, il n'y a pas de parti des gens de l'Alsace, il n'y a pas de parti des gens de la Bretagne, il y a des partis des Français. Et nous, c'est ce que nous pouvons aujourd'hui reprocher un peu à l'élite politique de notre pays, qui, depuis 60 ans, n'a jamais réussi à jeter les fondements, les bases de l'éclosion de la nation congolaise. Chaque leader politique congolais qui vient, qui arrive au pouvoir, pense d'abord à la tribu qui est la forme primaire d'organisation d'une société. Vous repartez dans le clan, vous repartez dans la famille. C'est de là que vous puisez votre énergie, votre inspiration. Alors que les autres peuples, les autres communautés ont développé le sens de l'appartenance à une nation. Et c'est ça qui fait avancer un pays. Parce que quand vous prenez aujourd'hui des gens de chez vous, de votre village, de votre clan, de votre famille, vous y trouverez des gens qui ne sont pas compétentes. Vous y trouverez des gens qui n'ont aucune forme d'instruction, qui n'ont aucune expérience, et à qui vous confiez des missions de l'État, à qui vous confiez des marchés publics. Et voilà pourquoi nous avons ce que nous avons aujourd'hui au Congo. Regardez la ville de Brazzaville. Brazzaville, moi je ne l'appelle jamais ville. Pour moi, c'est un grand village. Aujourd'hui, à Brazzaville, si vous avez de l'argent, vous achetez un terrain, là où vous voulez. Vous allez vous acheter un terrain et vous mettez à construire. Il y en a qui construisent en étage parce qu'ils ont beaucoup d'argent.
il y en a qui construisent. Donc, il n'y a aucun cadre qui obéit à l'urbanisation. C'est un village, c'est un foutu, c'est-à-dire que n'importe qui vient construire. On a vu même du côté de Pointe-Noire où vous avez une ruelle qui vient et qui s'arrête parce que quelqu'un construit au milieu de la ruelle. Donc la rue se termine devant sa maison et après sa maison, la rue se poursuit, continue. Et lesquels font cela? Ce sont les généraux, les colonels que Sassou Nguesso a envoyés à Pointe-Noire. Et ces généraux et ces colonels sont des colonels Mboshi, sont des généraux Mboshi. Et nous le savons, nous les connaissons, et parce que nous lisons, nous avons le retour des gens qui nous envoient des informations. Et nous savons. Et demain, tout cela sera corrigé parce que celui qui a construit la maison au milieu d'une route, cette maison sera détruite. Il n'y aura pas de compensation à faire. Ces maisons seront détruites. Ceux qui ont construit aujourd'hui sur le littoral, des zones qui sont potentiellement économiques, qui pourraient servir au pays de développer des infrastructures touristiques, ces maisons seront détruites. Pas parce qu'elles sont occupées ou construites par les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais parce que ça n'obéit à aucun intérêt du développement de notre pays. Il faudra casser. Et pour l'essentiel, il n'y aura pas de compensation. Nous vous le disons aujourd'hui. Ceux qui ont construit la zone du Wharf au bord de l'océan, ainsi de suite, demain, ces maisons seront cassées. Il n'y aura pas de compensation. D'abord parce que, il faudra prouver la provenance des sources qui vous ont permis d'avoir ce terrain. Et de toute façon, l'État décide des zones qui ont du potentiel économique et qu'il faut développer. Et pour ceux qui sont en temps règle, on pourra les compenser. Mais ceux qui ont occupé des fonctions d'État, des fonctions politiques et qui ont acquis des maisons, plutôt dans ces maisons seront détruites pour construire des infrastructures touristiques, hôtelières, pour permettre à la ville de Pointe-Noire d'être vraiment une ville. Parce que quand vous voyez toutes les villes qui produisent du pétrole, Pointe-Noire est la ville la plus sale. Même Luanda à côté. Allez voir Luanda à côté. Vous n'allez pas comparer Luanda et Pointe-Noire. Tout ça, c'est le système de Denis Sassou Nguesso. Petit à petit, il est en train de mettre en place un système de l'apartheid. Quand il nomme les généraux de chez lui, les colonels de chez lui, les gendarmes de chez lui, dans les structures, à la hiérarchie de l'armée, quand il contrôle les leviers économiques, la SNPC, la CORAF, toutes les sociétés économiques de l'État, c'est lui, ce sont ces gens à lui. Qu'est-ce qui va arriver demain? Il va s'imposer. Comme il a fait avec le changement de la Constitution en 2015, demain il dira, bon, je vais partir, le Congo devient comme une monarchie, il mettra son enfant. C'est maintenant qu'il faut commencer à combattre. Pour ceux qui ne l'ont pas fait depuis un moment, c'est maintenant que les cadres Mboshi, que les populations Mboshi doivent sortir de leur torpeur, de leur peur permanente, pour dire que nous n'avons pas à lier notre destin à celui de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso partira, peut-être qu'il pourra même fuir, amener ses enfants, ses neveux, ses petits-fils et tout. Mais est-ce qu'il va emmener tous les Mboshi? Non. Je ne dis pas que tous les Mboshi sont bénéficiaires, mais je dis que l'essentiel, la majorité, 98% des bénéficiaires du système de Sassou Nguesso sont des Mboshi. 98% des gens qui défendent le système de Denis Sassou Nguesso sont des Mboshi. Ce n'est pas tous les Mboshi, mais 98% sont Mboshi. Nous n'avons jamais vu cela. Je ne sais pas de qui Sassou Nguesso a hérité cette haine pour le Congo, pour les Congolais. Parce que, mes chers compatriotes, imaginez un peu,
On nous a parlé de 14 000 milliards de générations futures. 14 000 milliards, c'est beaucoup d'argent. Encore qu'il faut croire à ces gens ils sont des saints et qu'ils aient mis réellement 14 000 milliards. C'était bien plus que ça. Moi, j'imagine que c'était peut-être même 10 fois plus que ça. Parce que ce ne sont pas des saints. Ce ne sont pas des enfants de cœur qui vont dire, bon, voilà, nous avons 14 000 milliards, on va mettre ça là pour l'avenir du Congo. Non, c'était beaucoup plus que ça. Et depuis où sont passés les 14 000 milliards, ils ont tout pris. Bloqués dans les paradis fiscaux. Aujourd'hui, les Congolais ne doivent plus vivre à l'étranger, les Congolais n'allaient plus étudier à l'étranger, les Congolais n'allaient plus avoir besoin d'aller se faire soigner à l'étranger. Le Congolais aujourd'hui a législature. Regardez ce qui se passe dans ce village de Brazzaville. C'est vrai qu'on observe ce phénomène d'écoulement, d'inondation, même dans les grandes villes, même dans des pays développés, mais ce n'est pas tel comme on le voit au Congo-Brazzaville. Il y a des érosions partout, parce qu'il n'y a jamais eu un cadrage d'urbanisation, il n'y a jamais eu de construction de voies pour acheminer des eaux et tout. Et tout le village se casse. L'université qui porte son nom aujourd'hui est menacée aussi par ces érosions. Elle va être absorbée par la nature. Mais parce qu'on a voulu faire, sous l'impulsion du tribalisme, sous l'élan du tribalisme, on a voulu aller mettre cette université là-bas, alors qu'il y avait une université déjà à Brazzaville. Mais comme c'est au sud, et on est allergique au sud, il faut la faire au nord. Il y avait déjà une radio, une télévision dans la partie sud de Brazzaville. Non, il faut aller la faire au nord. Parce que pour Sassou Nguesso, c'est le nord, c'est le nord, c'est le nord. Au départ, c'était ça. Il a donné l'impression aux gens qu'il était le leader du nord, qu'il était là pour construire le nord. Il y a combien d'usines au nord du Congo-Brazzaville? À chaque pluie, la Liguala est coupée du reste de la République. À chaque pluie, Gamboma est sectionné en deux. À chaque pluie, les populations de Moussaka, de Mankoti Poko sont obligées de flotter avec tout ce qui peut être accessible à elles. Sassou Nguesso est un monstre qui détruit notre pays. Nous avons eu des présidents. Je ne connais pas un seul président qui a été animé par l'esprit du tribalisme. Quand les gens disent que Youlou était tribal, mais quand je vois Youlou, je vois son gouvernement, il n'y avait pas que des laris dans le gouvernement. Les grands postes, ce n'étaient pas des laris. Quand je vois débat, quand je vois même Ngwabi, même Yombi, ça n'a jamais été comme Sassou. Sassou s'est renfermé autour de la tribu Mboshi. Mais de qui a-t-il hérité cette haine pour le Congo, pour les Congolais et surtout pour le pôle? Ou pour l'homme du Sud, qui devient systématiquement son adversaire, qui devient systématiquement son ennemi. Si le Congo doit couler, ce serait la faute de Denis Sassou Nguesso et personne d'autre. Parce que même Jacques Opango, l'un des pères fondateurs de notre pays, de notre République, n'a jamais prôné la supériorité nord sur le sud. Il n'a jamais demandé à ce que le pouvoir soit un pouvoir du nord. Mais le pouvoir est au nord depuis 40 ans. Le pouvoir est au nord depuis, je suis peut-être gentil, 40 ans. Depuis 50 ans, le pouvoir est entre les mains des gens du nord. Pour quel résultat?
Pour quel résultat? Où sont les routes au nord? Où sont les écoles du nord? Où sont les hôpitaux du nord? Où est l'activité économique dans le nord du pays? Quelles sont les usines qu'il y a dans la Nikwala en 50 ans de gestion du pouvoir politique? Combien d'usines y a-t-il dans la Nikwala? Combien dans la Sanga? Combien dans la cuvette ouest? Combien dans la cuvette centrale? Combien dans les plateaux? C'est ça le nord du Congo. Combien d'usines il y a? Alors, Massamba Deba, en 5 ans, avec moins d'argent, mais avec certainement des cases de compétents, de tous bords, de tous les pays, il avait laissé au Congo l'essentiel les industries que nous avions et qui ont été détruites toutes par le PCT. Le tribalisme au Congo, ce n'est pas nous autres parce que nous le dénonçons. Le tribalisme au Congo, ce n'est pas nous autres parce que nous l'exposons. Le tribalisme, c'est Sassou Nguesso qui l'applique comme système de maintien au pouvoir. Le tribalisme au Congo, c'est Denis Sassou Nguesso qui le pratique. Il y a des gens qui ont parfois le toupet de dire oui, mais docteur, mais ce sont des Congolais après tout. Ah bon? Des Congolais après tout. Donc il n'y a pas d'autres Congolais, il n'y a que ceux de Olombo, de Oyo et de Chikampika. Les autres ne sont pas des Congolais. Je veux bien, ils sont Congolais, mais pourquoi ne trouver de la compétence que dans ces coins? Et quelle compétence? Regardez l'état du pays. Faisons le bilan, l'état du pays aujourd'hui. On a responsabilisé les Congolais, oui, je veux. Mais regardez l'état du pays. Qui a fait couler Chakona, OCC, OCV, OFNACOM, ONCPA, OCER, l'INA Congo, EKER. Qui a fait couler tout ça? Qui fait couler le CFCO? Jadis, nous avions du riz qui était produit à Monsenjo. Où est le riz du Congo? À Kindamba, on produisait la viande, il y avait des ranches là-bas. Qu'est-ce que sont devenus? Ils sont tous, des vaches ont été volées à Kindamba pour les emmener à Oyo. La ferme de Sassou de Oyo, est-ce qu'elle appartient à l'État? Il vous dira c'est sa ferme à elle. Est-ce que l'État gagne quelque chose dans cette ferme? Non. C'est pour lui. Les vaches qui viennent du Brésil, qui vont à Oyo, c'est pour Sassou Nguesso. Il ne produit pas de viande, mais en tout cas, quand il essaie de produire, il vend. Les travailleurs ne sont pas payés. Pour lui, c'est donc c'est pour manger, quoi. Quand il va à Oyo, il prend 1, 2 bœufs, on fait tuer, on fait égorger, et il mange. Donc pour lui, la vie, c'est manger, c'est boire, voyager, aller avec des femmes. C'est ça le pouvoir. Parce qu'au Congo, aujourd'hui, nous avons même une difficulté. Nous n'avons pas des opérateurs économiques. Quand nous devons construire une route, quand on lance des appels d'offres, ce sont des sociétés étrangères. Où est le Congo? Où sont les Congolais? Aujourd'hui, le crédit n'existe pas pour le citoyen congolais. C'est comme ça qu'on a fait couler toutes nos banques. Les étrangers viennent, ils viennent avec des compagnies parfois qui n'existent que de nom. Ils vont dans nos banques à nous prendre notre argent à nous. Ils font semblant d'exécuter certains travaux et partent avec l'argent. Yoka Bernard est allé avec de l'argent du Congo.
Paulin Aïna qui était au trésor est parti avec l'argent du Congo. Odjej Mosen est parti avec l'argent du Congo. Tabé, Sogofon, tout ce monde sont des gens qui sont venus se servir au Congo-Brazzaville. Parce que nous avons quelqu'un qui n'est pas intelligent à la tête de notre pays. Parce que nous avons à la tête de notre pays quelqu'un qui n'a aucun souci du développement de notre pays. Ils sont fous. Pour lui, il faut qu'il mange, il faut qu'il boive, il faut qu'il voyage. Les étudiants congolais sont à l'étranger. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de bourse. Ils souffrent. Et on fait danser des gens, je ne sais pas, mon pacho. Et on dépense 4 milliards pour ça. Les étudiants congolais tirent le diable par la queue. C'est quel pouvoir ça? C'est quel genre de pouvoir ça? Est-ce que réellement on aime le Congo? Est-ce que réellement on aime ce pays? Quand on se comporte comme Sassou Nguesso, est-ce que réellement on veut servir le pays? La corruption existe partout, même en Occident. Le népotisme, ça existe aussi, même en Occident. Mais chez nous, c'est toujours multiplié au centuple. On ne crée absolument rien du tout. Ça fait 40, 50 ans que le pouvoir est au nord. Bon, voilà. Donc, il y a le pouvoir du nord. Qu'est-ce qu'il y a au nord? J'ai jamais été au nord du Congo, malheureusement. J'espère que prochainement, quand j'irai au pays, je ferai un tour. Mais de ce que moi je sais, c'est qu'il n'y a rien au nord du Congo-Brazzaville. Puisque la majorité des jeunes du nord viennent à Brazzaville, viennent à Dolisie, sont obligés d'aller s'agglutiner à Pointe-Noire. Parce qu'il n'y a plus rien au nord. Pourtant, s'il était réellement un pouvoir du Nord, il y aurait donc des opérateurs économiques du Nord qui allaient développer la partie nord du pays parce qu'elle n'est pas pauvre. La Liguala est le deuxième département le plus riche du Congo en termes de ressources naturelles. Mais la Liguala, elle est aujourd'hui occupée par les étrangers. Dans la Liguala, il y a de l'or. Dans la Liguala, il y a du diamant. Dans la Liguala, il y a le bois, il y a le poisson. Il y a de l'eau. Ce que vous ne trouvez pas dans d'autres départements du Congo. La Liguala est pour moi le deuxième département le plus riche du Congo, après le Kwilu. Mais qu'est-ce qu'on fait de la Liguala? Fief, disons, du PCT. On a livré ça aux étrangers. On a fait cadeau aux étrangers. Un département aussi riche. Si la Liguala devait devenir une république, je peux vous dire, s'ils ont des cadres assez bien, s'ils ont des gens qui gèrent bien la Liguala serait plus développée que le reste du Congo. Ils ont le café, ils ont le cacao. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Rien du tout. Quand vous allez dans la Sanga, oui, bon, il y a peut-être l'exploitation du bois qui est faite sauvagement et qui échappe, donc l'activité échappe au contrôle de l'État. Parce que le bois qui est coupé dans la Sangha ne passe pas par Brazzaville pour aller vers Pointe-Noire. Le bois emprunte des chemins obscurs via le Cameroun, sans contrôle. On va payer donc des impôts aux Camerounais pour enrichir les Camerounais au détriment du Congo. Et cet argent ne va jamais au trésor. Le nord du Congo n'est pas pauvre. Le nord du Congo a été appauvri par des gens qui sont arrivés au pouvoir en parlant du pouvoir du nord, mais qui n'ont fait que détruire notre nord. Parce que dans la cuvette ouest,
À Itumbi, à Kélé, il y a de l'or. Qui exploite de l'or là-bas? Ce sont les Chinois, alors que la mission des Chinois n'est pas d'aller exploiter de l'or là-bas. L'État laisse faire pour faire plaisir aux Chinois, qui ne sont que des bêtes, non. Parce que quand vous voyez les travaux de la municipalisation accélérés, les sociétés qui ont construit des maisons, des habitations à Brazzaville, un peu partout dans tout le département du Congo, c'est des sociétés chinoises. Avec l'argent de la Chine. Alors que nous avions 14 000 milliards qu'on avait gardés pour les générations futures, sans compter ce que le PCT, la famille Sassou Nguesso, avait détourné. Et quand je suis le ministre Andeli, dire que tous ces travaux de construction des infrastructures ont coûté 1000 et quelques milliards, je me dis, mais où est parti le reste d'argent? Ça se trompe. Vous, citoyens du nord du Congo-Brazzaville, vous, citoyens du sud du Congo-Brazzaville, Sassou nous trompe. Sassou travaille pour sa tribu, Sassou travaille pour son clan, et même là encore, il travaille pour sa famille. Il n'y a pas de pouvoir du nord, parce que ça n'existe pas. Il y a un pouvoir qui est là, qui est clanique, il y a un pouvoir qui est là, familial, et il est de l'intérêt de tous, je dis bien l'intérêt de tous, de faire en sorte que ça se parte. Par tous les moyens. N'importe quel moyen aujourd'hui qui fera partie de Sassou Nguesso, ce serait le bon moyen. N'importe lequel. Parce que nous avons un Congo à reconstruire. Nous avons un très bon pays. Nous avons un très beau pays. 4 millions d'habitants. 4 millions d'habitants. Nous avons des ressources que nous trouvons dans tous les départements du Congo. Nous pouvions même mettre de côté l'activité pétrolière, l'exploitation du pétrole, et nous focaliser juste sur les mines solides, et développer notre pays. Le Rwanda fait comment? Le Rwanda vit des dons. Le Rwanda est un pays qui reçoit des dons et qui gère bien ses dons. Et voilà, aujourd'hui, le Rwanda est cité en exemple de développement, parce qu'il n'y a pas de démocratie au Rwanda. Tout ce qu'ils savent faire, c'est bien gérer ce dont ils reçoivent, plus ce qu'ils volent un peu à la RDC. Mais ce que le Rwanda vole à la RDC, nous l'avons dans la Likwala. Nous avons le diamant dans la Likwala. Nous avons de l'or dans la Likwala. Mais la Likwala est divisée et sectionnée du Congo. Du reste du Congo. Coupée du reste du Congo. Alors il suffit de mettre en place un programme de développement pour que le Congo puisse avancer. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous dites, bon, nous sommes au pouvoir, nous sommes en démocratie, nous voulons reconstruire notre pays. Département par département, il faut réussir à mettre en place des structures économiques. Le bois de la Likwala ne peut plus sortir sous forme naturelle, le bois comme tel. Il faut mettre en place à Infondo, à Dongo, à Epena, ou à Enyele, ou à Betou, une unité de production, sinon deux, pour transformer le bois. Nous avons aujourd'hui le café dans la Likwala. Nous avons le cacao dans la Likwala. Mais nous pouvons aujourd'hui le transformer sur place, de façon à créer des emplois pour nos jeunes, pour qu'ils ne partent plus à Brazzaville prendre la drogue, pour qu'ils ne partent plus à Port-Noir pour faire la prostitution. Qu'ils restent dans la Likwala, pour qu'ils n'aient pas envie d'aller en France ou je ne sais pas en Allemagne, mais qu'ils vivent chez eux,
dans le respect, dans la dignité. Ça coûte combien aujourd'hui mettre en place une unité de transformation de café, de cacao, une scierie par exemple, dans la Likwala? Ça ne coûte rien du tout. Ça coûte quoi aujourd'hui construire des écoles dans tous les districts de la Likwala? Ça ne coûte absolument rien du tout. Et ainsi de suite dans tous les départements. Au lieu de faire ce qu'on a fait avec l'administration accélérée, il fallait mettre en place des structures économiques dans chacun de nos départements pour le voir avancer finalement. Parce que nous pouvons bien faire. Nous importons, nous dépensons des centaines de milliards pour faire entrer de la nourriture chez nous. Notre terre est fertile. Mais comment comprendre ce paradoxe? Parce que nous avons à la tête de notre pays des aventuriers. Et l'aventurier, c'est Sassou Nguesso. Et les aventuriers, ce sont ceux qui entourent Sassou Nguesso. Et qui rêvent du pouvoir éternel. Est-ce qu'au Congo, on devait importer de l'huile? Est-ce qu'au Congo, la pomme de terre devait être un aliment pour des gens riches, fortunés? Est-ce qu'au Congo, aujourd'hui, avoir droit à 3 repas devrait être un luxe? Vous êtes sûr? Avec tout ce que nous avons comme terre, des milliers d'hectares de terres arables, avec une pluviométrie généreuse, il pleut pratiquement 9 mois sur les 12 de l'année. Est-ce que le Congolais devrait aller au lit avec un ventre affamé? J'en connais des pays pauvres en Afrique. J'en connais des pays pauvres. Mes chers amis, le Malawi, le Burundi, allez visiter ces pays. Vous verrez la pauvreté. Mais le Congo, on l'a appauvri. On l'a appauvri par Sassou Nguesso et sa bande de racailles. Et ceux qui empêchent, ceux qui retiennent Sassou Nguesso au pouvoir, ce sont les gens de sa tribu. Pas tous. Je ne généralise pas. Mais sur 10 Congolais qui soutiennent Sassou Nguesso, 8 sont Mboshi. Je dis bien 8 sont Mboshi. Alors mes frères Mboshi, je vous adresse ce message. Nous ne voudrions pas vous voir souffrir demain quand Sassou ne sera plus là. Vous êtes proche de lui. Vous connaissez son programme, vous connaissez son calendrier. Je parle aujourd'hui des militaires qui sont autour de lui. Il n'y a que vous qui pouvez aujourd'hui mettre fin aux souffrances des Congolais, mais vos propres souffrances aussi. Parce que vous qui êtes à la sécurité du président Sassou Nguesso, quand vous tombez malade, vous allez où? Au CHU de Brazzaville. Le CHU que je connais, moi j'ai travaillé dans ce CHU. Vous allez au CHU. On les voit mourir là comme des mouches. Des cadres anciens et même certains en poste mourir au CHU de Brazzaville. Nous avons des retours puisque j'ai des collègues qui travaillent encore au CHU. Parce que les conditions de cet hôpital font que survivre est un problème, est une calamité. Parce qu'à la tête de notre pays, il y a des gens incompétents. Ministre de la Santé. Qu'est-ce
que le ministère de la Santé offre aux Congolais? Qu'est-ce que le ministre de la Santé fait quand il va au boulot le matin? C'est-à-dire qu'il va au bureau, il va faire quoi? Combien de Congolais peuvent aujourd'hui faire une colonoscopie? Des Congolais fortunés, oui. Ceux qui vont à l'étranger, oui, peuvent le faire. La colonoscopie, c'est quoi? C'est un procédé chirurgical non invasif que l'on fait pour détecter des cancers du côlon, dans du gros intestin. Le roi Pelé est mort du cancer du côlon. Certains disent que si on avait fait une colonoscopie avant, quand il était encore jeune, peut-être qu'on aurait pu déceler, peut-être. C'est toujours ça les thèses des gens. Mais la colonoscopie, ce sont des examens qui sont faits de façon routine dans tous les pays du monde. Enfin, des pays qui portent un accent important sur la santé. Le département de la santé, le ministère de la Santé devrait créer des conditions pour que chaque Congolais qui a 50 ans, qu'il ait la possibilité de se faire une colonoscopie. Que chaque Congolais qui a 50 ans ait la possibilité d'aller faire le PSA, l'antigène spécifique de la prostate, pour déceler si réellement, oui ou non, qu'il a un cancer de la prostate. Ça coûte combien de faire le PSA? Combien de Congolais de 50 ans sont là encore? Le ministère de la Santé devrait aujourd'hui créer des conditions pour que nos jeunes filles ne puissent pas arrêter la scolarité du fait des maternités, en proposant notamment à cette couche juvénile de la contraception gratuite, c'est-à-dire que tous les 3 mois, elles pouvaient aller dans les cliniques de l'État, se faire injecter des contraceptifs pour ne pas tomber enceinte, pour qu'elles puissent au moins voir terminer leurs études, leur cursus scolaire. Mais très souvent, ces jeunes filles deviennent des jeunes mamans. Et quand ils ont fait un enfant, ils en font un deuxième, et c'est fini. Elles sont là, elles ne progressent plus, elles deviennent des jeunes mamans avec beaucoup d'enfants qu'elles ne peuvent même pas entretenir. Parce qu'il n'y a pas une loi non plus au Congo-Brazzaville qui fasse obligation au père de l'enfant de s'occuper de son enfant. Comme à l'étranger, ce qu'on appelle la pension alimentaire. En France, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Canada, partout, vous faites un enfant hors de votre foyer et vous en prenez soin. Vous allez payer la layette, vous allez payer pour sa nourriture, vous allez payer pour ses habits, ses vêtements, vous allez payer pour son éducation. Jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc si vous en avez 5, vous pouvez imaginer. C'est le tribunal qui décide. Mais chez nous, non. Chez nous, tu peux aller n'importe où, prendre 5 femmes, 5 filles, faire des enfants, et puis tu es là, tu te promènes dans la cité en train de prendre ta bière. L'État n'existe pas. Le ministère de la Santé, excusez-moi d'insister parce que bon, c'est mon domaine, moi je suis médecin, je sais qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvions faire dans notre pays pour éviter tant de souffrance à notre peuple. Le frottis utérin aujourd'hui qui permet de déceler la présence du cancer du col utérin, c'est un procédé qui se fait en 10 secondes. 10 secondes. Vous avez une spatule, vous mettez dans le col de service, le col utérin, vous mettez sur des lames, vous mettez un aspirateur dessus, plutôt, voilà, un liquide fixant, et voilà, il va au laboratoire. Vite fait. Et à partir de là, on sait si vous avez des cellules cancéreuses, précancéreuses ou normales. Et si vous avez des cellules précancéreuses, on prend soin, on enlève votre utérus et vous n'avez pas de problème de survivre 85 ans, plus d'années. Vous n'allez pas mourir de cancer de l'utérus. Parce que le cancer le plus fréquent chez la femme, c'est le cancer du col utérin. C'est le cancer de l'utérus. C'est le plus fréquent chez la femme. Chez l'homme, c'est le cancer de la prostate.
Donc, dans l'un et l'autre cas de figure, le département de la santé, les autorités sanitaires pouvaient mettre en place des plans, des mécanismes de surveillance de ces deux pathologies. Ça coûte combien faire cela? Ça coûte combien aujourd'hui de vacciner les enfants? Est-ce que les enfants congolais qui sont nés à Bétou ou je ne sais pas, dans les fonds du Congo, sont même vaccinés? Nous avons un ministre de la Santé qui se réveille tous les matins, qui va au bureau. Pourquoi faire? Il fait quoi au bureau? Parce qu'on ne voit aucun résultat sur le terrain. Un CHU de Brazzaville, donc le plus grand hôpital du Congo-Brazzaville, le service de stérilisation, jusqu'aujourd'hui où nous parlons là, ne fonctionne pas. Mais comment peut-on opérer des gens si le service de stérilisation ne marche pas? Les instruments, il faut les stériliser. Des draps, tout ce qu'on utilise au bloc opératoire, il faut les stériliser. Si la stérilisation ne marche pas, donc, on fait comment? C'est l'étape embryonnaire, précambrien. Le bloc opératoire ne marche pas, donc voilà, les gens meurent. On fait donc beaucoup d'argent dans les morgues municipales et tout, les gens sont contents. Mais c'est quel pays ça? C'est quel pays? Bref, je n'ai pas envie de vous garder longtemps, mes chers compatriotes. Je tenais juste à passer ce message, à présenter la situation telle qu'elle est, à citer les noms, parce que les gens ont souvent peur de parler des ethnies. Les gens ont souvent peur de parler, de citer les noms des gens. Mais moi, je le fais. J'ai parlé d'un projet de Denis Sassou Nguesso de construction d'un État d'apartheid. C'est ce qu'il est en train de faire au Congo-Brazzaville. Et l'apartheid, comme c'était en Afrique du Sud, crée des bénéficiaires. Et les bénéficiaires, vous les connaissez au Congo-Brazzaville. Ce sont les membres de la tribu de Sassou Nguesso. La tribu de Sassou Nguesso, c'est la tribu Mboshi. Nuance, je ne dis pas que tous les Mboshi sont bénéficiaires. Je dis l'essentiel des bénéficiaires sont les Mboshi. Ceux qui gardent Sassou Nguesso aujourd'hui, ceux qui font qu'ils ne tombent pas, sur 10, 8 sont Mboshi. Voilà, j'ai tout dit. J'espère que le peuple comprendra qu'il est nécessaire de faire partie de Sassou Nguesso pour que le Congo puisse se relever de ses cendres, pour que le Congo puisse devenir un État respecté et respectable, pour que nos enfants puissent aller dans des écoles dignes de ce nom, pour que le Congolais puisse se soigner, pour que le Congolais puisse avoir 3 repas par jour, pour que le Congolais ait la possibilité d'entreprendre, pour que le Congolais, quand il est en vacances, qu'il puisse visiter le reste du pays qui est très beau. Et pour que le Congolais ait un 13e mois de salaire, aussi comme dans plusieurs pays du monde. Parce que les richesses de notre pays doivent profiter avant tout aux citoyens, comme on voit au Qatar, comme on voit aux Émirats arabes unis, où le citoyen est content, le citoyen est pris en charge, le citoyen est soutenu par l'État. Et les ressources de l'État sont distribuées de façon quasi équitable entre tous les citoyens, ce qui n'est pas le cas au Congo. Donc il faut faire partie de Sassou Nguesso. Merci. Yes,
Partagez la vidéo s'il vous plaît.